Yann de Biran, et aujourd'hui, comme tous les mardis dans la méthode scientifique, nous allons parler de planètes. Deuxième émission et deuxième grand parrain pour la méthode scientifique. Aujourd'hui, nous allons explorer le fin fond de l'espace, les frontières de l'infini. C'était le préambule, souvenez-vous, la mission d'un célèbre vaisseau spatial d'une série des années 60. Et c'est avant tout le sujet de recherche de notre invité. Trou noir, Big Bang, monde parallèle, ou quand l'univers profond confine à l'abstrait, on embarque pour une poétique du cosmos. Quels sont donc les nouveaux horizons de l'univers? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient avec Aurélien Barraud. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. Alors avant de décoller pour l'espace profond, un mot pour les auditeurs qui découvrent cette nouvelle émission de nos ambitions programmatiques. Elles sont vastes et foisonnantes. Chaque mardi dans la méthode scientifique, nous parlerons donc de la planète et des planètes, c'est-à-dire autant de notre bonne vieille Terre, de l'environnement, de l'écologie et de la géologie que des autres planètes proches ou lointaines, espace, univers astrophysique. C'est ce que nous allons faire avec vous dans quelques instants. Le mercredi, ce sera le jour de tous les futurs, ce qui nous arrive demain, après-demain et plus loin encore, en termes de technologie, d'informatique et d'innovation. Le jeudi, nous parlerons d'histoire des sciences, d'épistémologie. Ce sera également le jour consacré aux grands entretiens et à l'exploration des lieux de recherche et d'expérimentation. Un vendredi sur deux sera consacré à une table ronde sur l'actualité des sciences et de la recherche, et l'autre vendredi sera lui dévolu à la fiction. Et enfin, le lundi, pour boucler la boucle, comme hier avec Yves Coppens, nous parlerons de l'humain et des humains, de la santé, de la médecine, mais aussi de l'anthropologie ou de la biologie, de tout ce qui touche de près ou de loin au vivant. Voilà, ceci étant dit, nous allons donc parler avec vous, Aurélien Barraud, aujourd'hui des nouveaux horizons de l'univers. C'est là aussi un vaste programme. Quelques mots de présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Aurélien Barraud, vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS et professeur à l'université de Grenoble. Vous êtes ce qu'il convient d'appeler, disons-le, un jeune chercheur, puisque vous avez tout juste 43 ans, c'est la prime jeunesse. On vous présente souvent comme incarnant la relève en astrophysique. Vous travaillez principalement sur l'univers primordial et les origines du cosmos. Vous êtes l'auteur, pour ne citer qu'un livre pour le moment, du Big Bang et au-delà chez Duno. Alors avant d'aller explorer avec vous les confins de l'univers connu, je voulais vous faire réagir ou avoir peut-être quelques mots de vous sur une actualité récente, ce signal radio qualifié de puissant qui a été détecté par un radiotélescope russe. L'information est tombée ce week-end, même si ce signal a été relevé l'année dernière, en provenance d'une étoile à 95 années-lumière de nous. Cette information relance très vite, immédiatement, on le voit dans la presse et sur les réseaux, le fantasme collectif de la découverte d'une intelligence extraterrestre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Aurélien Barraud? Ça m'inspire d'abord que c'est un peu inquiétant d'être présenté comme un jeune chercheur à 43 ans, ce qui prouve quand même qu'au niveau de la politique de recrutement dans notre belle discipline, il serait peut-être urgent de favoriser un petit peu l'émergence des vrais jeunes. Plus prosaïquement sur votre question, je crois qu'effectivement ce qu'on voit ici se jouer, c'est le rôle essentiel que joue dans notre imaginaire le rapport à l'intelligence ou plus généralement à la vie extraterrestre, même si le concept de vie est d'ailleurs très mal défini. Il est je dirais qu'on est dans une situation très usuelle. Face à un signal qui est peu compris, il y a une sorte de réaction d'emballement. On peut recourir à des explications très improbables, et en particulier celle de vie extraterrestre. Il me semble extraordinairement plus raisonnable de miser sur une explication astrophysique standard qui vraisemblablement émergera dans quelques années. Il y a une autre information qui est tombée il y a peu, c'est celle de la découverte de l'observation d'une nouvelle exoplanète tellurique, donc une sorte de
de jumelles de la Terre, tout près de nous à l'échelle cosmique, à seulement 4 années-lumière et demie autour de Proxima du Centaure. Ces deux informations partagent cette chose, qu'elles participent de ce même fantasme, de cette même angoisse métaphysique. Et on a l'impression que communiquer autour de l'espace et de l'astrophysique ne se fait que autour, en montant un peu en épingle cette idée d'une vie extraterrestre ou procéder toujours d'une sorte de narration qui relève de la science-fiction. Oui, vous avez raison, il faut faire très attention à se distancier de ce pur fantasme un peu anthropocentré finalement, puisqu'on cherche toujours quelque part nos semblables. Et en même temps, je trouve qu'avec les exoplanètes, quelque chose de très intéressant et de très élégant est en train de se jouer, parce qu'il y a le passage du grand nombre au très grand nombre. Et moi, j'ai vu cette mutation, on savait, on se doutait déjà quand j'étais étudiant qu'il y avait des exoplanètes, mais maintenant, on sait qu'elles sont vraisemblablement très nombreuses, très fréquentes. Et de passer d'un grand nombre à des centaines de milliards par galaxie, qui sont elles-mêmes des centaines de milliards dans l'univers, ça change tout. Et je trouve que dans notre rapport fondamental à la possibilité de cette vie extraterrestre, quelque chose quand même probablement d'irréversible est en train de se jouer. Et ça, c'est pas tout à fait un détail. Alors, venons-en aux faits, Aurélien Barraud, et à vos faits, et à un autre topos qui nourrit lui aussi les fantasmes du grand public lorsqu'on parle d'espace et d'astrophysique. Ce sont les trous noirs, c'est votre spécialité. Et je vais d'ailleurs vous laisser plonger le premier dans la question vaste des trous noirs et vous livrer à cet exercice infernal pour un spécialiste de votre trempe. Définissez-nous, Aurélien Barraud, un trou noir. Vous avez allé 2-3 minutes. C'est un peu dangereux d'abord de parler de fantasmes à propos de trous noirs, parce que quand le mot a émergé, certains scientifiques l'ont trouvé beaucoup trop obscène. Vous voyez, les choses ont changé. Maintenant, on pense à des fantasmes beaucoup plus raisonnables. Alors, les trous noirs, ce sont des zones de l'espace qui sont en quelque sorte découplées, déconnectées de leur environnement. C'est-à-dire qu'on peut y entrer, mais sans aucun espoir d'en sortir. Dante, dans sa comédie, je reviens tout juste de Florence, écrivait à propos des enfers: « Vous qui entrez ici perdez toute espérance ». C'est exactement ce qu'on pourrait dire des trous noirs. Lasciate omni speranza. Exactement. Quiconque franchit l'horizon, qui est une surface mathématique, il n'y a pas de matérialité à la surface d'un trou noir, donc quiconque franchit l'horizon vers l'intérieur est dans l'impossibilité absolue, quelle que soit la puissance de l'éventuel vaisseau spatial l'accompagnant, de revenir vers l'extérieur. C'est un voyage à sens unique, quelle que soit la débauche de moyens utilisés. Alors ce sont des objets qui poussent un peu notre intuition dans ses retranchements. Par exemple, la vitesse d'un corps qui serait en train de tomber sur un trou noir. L'observateur local, voisin du trou noir, la mesurerait comme aussi grande que possible, égale à la vitesse de la lumière, mais le même processus, observé de loin par l'observateur dans son vaisseau spatial, verrait une vitesse nulle, c'est-à-dire verrait le corps à l'arrêt. Alors on a envie de se demander quelle est la vérité. Il va très vite ou il va très lentement? Et bien sûr, la réponse, c'est la relativité, c'est-à-dire que les deux points de vue sont justes dans leur référentiel propre. Le corps est réellement en train de s'arrêter vu de loin, et il est réellement en train d'aller à la vitesse de la lumière vu de près. Donc vous voyez, les trous noirs vont en quelque sorte pousser à son paroxysme cette étrange théorie de l'espace-temps dont je suppose on reparlera, qu'on nomme la relativité générale. Alors, et ça pose effectivement la question que vous soulevez. Le problème des trous noirs, c'est que c'est un endroit où se mêlent deux physiques, la relativité générale dont vous venez de parler, mais aussi la physique quantique. Qu'en est-il et pourquoi les trous noirs sont à cheval entre ces deux physiques qui ont du mal à cohabiter? Alors là, on saute, dirais-je, déjà dans les trous noirs les plus étranges. Je crois qu'il est important de rappeler que les trous noirs dont l'existence est avérée, qui aujourd'hui ne font pratiquement plus débat, qui font, dirais-je, partie du bestiaire de l'astrophysicien, les trous noirs massifs, qui sont issus de l'évolution des étoiles, sont des objets classiques, c'est-à-dire parfaitement bien décrits par la seule relativité générale. En revanche, il est possible, mais non pas tout à fait certain, qu'il existe de petits trous noirs, très légers, très peu massifs. Et en effet, ceux-là doivent être à la fois le siège de processus relativistes et le siège de processus quantiques. C'est en particulier ce qu'a étudié il y a une quarantaine d'années Stephen Hawking. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinairement intéressant. C'est qu'en effet, ces deux grands piliers de la science moderne, donc la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit et la relativité qui décrit l'infiniment grand, apparaissent comme étant inconciliables. Par conséquent, les trous noirs sont en quelque sorte non seulement fascinants en tant qu'astres, mais aussi fascinants en cela qu'ils sont des lieux révélateurs des incomplétudes de nos théories et donc des guides pour nous conduire vers des modèles non encore élaborés. Alors vous dites que leur existence est aujourd'hui avérée, pour autant les trous noirs restent un objet purement théorique puisque il faut expliquer qu'on ne les a jamais observés directement.
Oui, alors puisque l'émission s'appelle La méthode scientifique, permettez-moi d'être un peu pénible, et j'aurais tendance à récuser cette idée d'observation directe. Je ne vous vois pas directement en ce moment. Je vois une réflexion de petits grains de lumière qu'on appelle les photons, qui sont absorbés et réémis par les molécules à la surface de votre peau, et ainsi de suite. C'est un fantasme, l'observation directe, qui n'a pas, à mon sens, de réalité épistémique claire. La question n'est pas de savoir si c'est direct ou indirect, parce que c'est toujours indirect. Nous n'avons jamais accès aux choses en elles-mêmes, dirait le philosophe. Donc la question est de savoir si c'est fiable ou pas. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'existence de trous noirs est très fiable. On la connaît par différentes sondes indépendantes les unes des autres et plus récemment par l'émission d'ondes gravitationnelles qui a été médiatisée il y a une petite année. Et je dirais que cette émission d'ondes gravitationnelles est une quasi-preuve extraordinairement convaincante de l'existence de trous noirs. Il faut évidemment rappeler ce que sont les ondes gravitationnelles et comment nous les avons observées. Les ondes gravitationnelles sont la résultante de la fusion de deux trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'importance de cette observation qui, pour le coup, est une observation directe? Alors, Aurélien Barraud. ce qui est essentiel, c'est que la relativité d'Einstein nous a appris que l'espace n'est plus un donné pur, comme le pensaient Newton ou Emmanuel Kant. L'espace devient un objet physique. Et ce qu'a compris Einstein, c'est que l'espace pouvait se mettre à vibrer. Et les ondes gravitationnelles, ce sont non pas des ondes qui se déplacent dans l'espace, comme le serait la lumière ou le son, mais des ondes d'espace lui-même. C'est l'espace qui entre en vibration. Et détecter ces ondes, c'est en quelque sorte être doué d'un nouveau sens. C'est comme si, en plus de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, nous avions maintenant une nouvelle perception nous permettant de comprendre le cosmos. On les a en effet détectés pour la première fois à l'aide d'un interféromètre il y a une petite année. On avait déjà des indications indirectes de leur existence, mais plus que leur existence, qui n'est pas une découverte pour le physicien, ce qui est extraordinaire, c'est que la manière dont elles ont été émises ne peut s'expliquer qu'en effet par la coalescence, la fusion de deux trous noirs. Je vais vous poser alors une question qui peut vous paraître une question de béotien. Vous dites que ce qui rentre à l'intérieur des trous noirs n'en ressort pas. Que devient la matière, la lumière qui rentre dans les trous noirs, Aurélien Barraud? Alors, c'est une question évidemment subtile, à laquelle il faut, vis-à-vis de laquelle il faut demeurer prudent, puisque personne n'est allé vérifier. Donc, je peux vous dire n'importe quoi, vous ne pourrez pas me contredire. Je vais quand même essayer d'être raisonnable et sérieux. Notre bonne théorie, la relativité d'Einstein, a une réponse très claire à cette question. Ce qui tombe dans un trou noir va inéluctablement finir en son centre sur ce qu'on appelle la singularité. La singularité, c'est un lieu où la densité, où l'énergie, où la température, où toutes les grandeurs physiques deviennent infiniment grandes. C'est en quelque sorte une dislocation de l'espace-temps. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quel que soit l'effort que l'on fait pour échapper à la singularité, on pourrait se dire par exemple j'allume mon moteur de fusée pour tomber moins vite, je ne peux qu'accélérer la chute. Donc la chute va inexorablement nous mener vers la singularité. Ça, c'est la réponse de la théorie classique d'Einstein. Mais on sait que cette théorie est vraisemblablement fausse pour expliquer ce qui se passe justement au voisinage de la singularité. Donc il y a pléthore de théories alternatives, dont évidemment un modèle sur lequel je travaille avec Carlo Rovelli et quelques autres collègues, et qui propose que la matière ne s'effondre pas sur la singularité, mais rebondisse sur une surface de très haute densité et soit ensuite réémise vers l'univers extérieur. Donc là, c'est un cadre intéressant où vous voyez, on est à la frontière entre la physique bien connue, qui a des prédictions claires mais vraisemblablement peu crédibles, et la physique spéculative, qui est notre métier de chercheur, et vis-à-vis de laquelle il faut maintenant tester la cohérence mathématique et surtout les prédictions expérimentales. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h14 sur France Culture, l'une des multiples ambitions de la méthode scientifique n'est pas seulement de parler de science ou de vulgariser la science, mais également de l'entendre à l'œuvre, de pénétrer ces lieux confinés que sont les laboratoires, les ateliers ou les espaces d'expérimentation. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui pour nous Céline Louzen. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour Aurélien. Alors, vous vous êtes rendue Céline donc à Orsay pour rencontrer un chercheur qu'Aurélien Barraud connaît bien. Oui, je suis allée voir Julien Grain, qui est votre ancien thésard, Aurélien Barraud. Alors aujourd'hui, il travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale et ses recherches portent sur les tout premiers instants de l'univers après le Big Bang. En fait, il explore le fond diffus cosmologique pour mieux comprendre nos origines.
Céline, le fonds diffus cosmologique, il va falloir que vous nous expliquiez exactement ce que c'est. Oui, alors le fond diffus cosmologique, on peut considérer ça comme le tout premier rayonnement, la première lumière de l'univers, une photographie en quelque sorte, prise par Planck, qui est le satellite européen lancé en orbite autour de la Terre en 2009. Et pendant 4 ans, Planck a enregistré ce rayonnement fossile qui témoigne un peu de l'époque où l'univers était encore tout jeune, à l'âge de 380 000 ans seulement. Je dis seulement parce qu'on sait aujourd'hui que l'univers a 13,7 milliards d'années. Alors Planck a permis de dévoiler ce qu'on pourrait dire le premier visage de l'univers. Alors Julien Grint m'a fait visiter l'endroit où Planck a été en partie conçu et assemblé. Je vous propose de me suivre dans les sous-sols de son laboratoire. On va aller dans ce que les thésards appellent les catacombes. On est donc dans un laboratoire qui fait partie de l'équipe MIC, donc c'est le matière interstellaire et cosmologie. Notre but est de fabriquer des instruments dans le millimétrique, ce qu'on appelle, dans l'infrarouge lointain, afin de supporter les observations que les gens comme Julien vont analyser par la suite pour en tirer toute la science derrière. Dans ce labo est aussi passé Planck. Oui, effectivement. Une de ses résidences. Planck HFI, l'idée est venue de ce laboratoire. Certaines parties de la recherche et développement s'est faite ici. Les parties ont été fabriquées, testées un peu de partout dans le monde. Mais à la fin, tout a été intégré à l'IAS, pas dans ce laboratoire, mais dans notre salle propre. Donc tout l'instrument a été intégré ici pour aller être installé après sur le satellite à l'ESA, à l'Agence européenne pour l'espace. Donc là, on change de bâtiment pour aller à ce qu'on appelle la station d'étalonnage de l'IAS. Elle a été en fait historiquement installée là parce qu'elle était à côté d'un accélérateur, ce qui permettait d'avoir une source de particules ou de rayonnement pour justement étalonner les instruments qui vont être envoyés plus tard dans l'espace. Donc voilà le cœur de la station en fait, c'est là où il y a des grandes cuves à vide dans lesquelles on va placer les instruments, les mettre dans les conditions qui s'approchent des conditions spatiales et essayer de les étalonner, de caractériser leur comportement. Donc évidemment, quand on va dans cette salle, il faut être extrêmement propre. Et il y a tout un tas de combinaisons, de règles à respecter. Mais là, on le voit de haut et c'est toujours impressionnant. Même quand on y est déjà passé un certain nombre de fois. Cet immense hall avec toutes ces cuves. On va essayer de trouver Dédé, qui est le chef de la station, responsable de la station. Bonjour, alors moi je suis André Chardin, je suis le responsable du centre, directeur du centre IAS station d'étalonnage. L'étalonnage de l'instrument, c'est la dernière opération avant intégration sur le satellite et c'est la première fois où on fait des mesures grandeur nature, c'est-à-dire dans les conditions de travail dans l'espace de l'instrument avec des données scientifiques qui vont servir ensuite, lorsque l'instrument sera dans l'espace, d'avoir une base de données qui permettra de recadrer un petit peu les modèles et d'avoir une compréhension des signaux que va recevoir l'instrument dans l'espace. Donc on se met toujours dans les mêmes conditions de l'espace, c'est-à-dire conditions de travail sous vide et de température principalement, puisque dans ces enceintes sous vide, on peut descendre soit à la température de l'azote liquide, c'est-à-dire 77 Kelvin, soit, dans le cas de l'instrument HFI Planck, descendre les bolomètres qui sont refroidis à 90 000 Kelvin, avec une plateforme, en tout cas d'interface, qui est à la température de l'hélium liquide d'1,6 Kelvin. Voilà. Donc dans ce centre, on fait également ce qu'on appelle des tests d'environnement, c'est-à-dire on va tout au long du développement de l'instrument regarder le comportement des sous-systèmes et de l'instrument aussi, en particulier les vibrations liées au lancement, par exemple, il faut que ça tienne. Mais aussi, durant le trajet, il y a des variations de température et on fait ce qu'on appelle des cyclages thermiques qui vont permettre de
valider l'instrument dans sa période de transfert jusqu'au point d'observation. Voilà le reportage de Céline Lausanne. Aurélien Barraud, cette fin est un peu compliquée. On parle de beaucoup de choses assez complexes, de tests d'environnement, de cyclage thermique, de vibration. Vous connaissez ce laboratoire. Racontez-nous un peu quelle est son importance dans la mise en place de ce satellite Planck. Oui, l'importance est considérable. D'ailleurs, je suis très ravi que vous ayez interviewé Julien Gring, que vous avez présenté comme mon ancien thésard, ce qui est tout à fait vrai. Mais je dois quand même préciser que déjà, quand il était en thèse, je ne sais pas bien qui était l'étudiant de qui, parce que c'est quelqu'un à la créativité scientifique exceptionnelle et je suis vraiment ravi de continuer de travailler avec lui et je dirais souvent en suivant les idées assez extraordinaires qu'il a pu avoir. Et en effet, au-delà de son travail propre, qui est remarquable, le laboratoire a joué un rôle essentiel parce que, vous savez, la cosmologie, la science de l'univers à laquelle je m'attelle, c'est quand même une branche difficile de la physique parce qu'on joue avec l'infini en quelque sorte, on joue avec l'inconnu, on ne peut pas faire d'expérience, on ne peut pas refaire le Big Bang dans son laboratoire, donc on est souvent dans la spéculation et on a besoin de guides et le guide c'est l'observation. Et le satellite Planck dont il a été ici question, c'est un instrument extraordinaire qui joue un rôle essentiel pour nous, en ceci qu'il observe non seulement l'existence de cette première lumière du cosmos que vous avez évoquée tout à l'heure, de ce rayonnement fossile des premiers instants, mais en cela qu'il va plus loin que ça et il sonde des espèces de petites fluctuations à l'intérieur de ce bain de rayonnement et c'est ce qu'on appelle des ondes acoustiques. Mais vous savez, le timbre d'un instrument de musique nous en dit long sur sa facture. On peut reconnaître un Bechstein ou un Bösendorfer ou un Steinway à l'oreille. Pourquoi ? Parce que la structure harmonique de ces pianos n'est pas la même. Et de la même manière, en regardant la manière dont ces petites ondes se sont propagées dans l'univers juste après le Big Bang, on peut en inférer beaucoup d'informations sur sa densité, sa vitesse d'expansion et même sa géométrie. Et c'est ça que le satellite Planck, en grande partie inventé et testé à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, nous a permis de réaliser il y a peu. Alors Planck a terminé sa mission dans l'espace en 2013, mais les derniers résultats ont été analysés cette année. Qu'est-ce que Planck nous a permis d'apprendre sur les origines de l'univers ? Quelles sont les informations qu'il a mis à votre disposition d'astrophysicien pour comprendre le tout début de l'univers ? Alors c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que l'instrument Planck a extraordinairement bien marché, de même que l'accélérateur LHC, vous savez le grand collisionneur du CERN, je crois que c'est un peu comparable, ce sont des aventures humaines et technologiques remarquables qui ont tenu leurs promesses. Et pourtant, les résultats laissent un peu sur leur faim, non pas au sens d'un échec expérimental, mais au sens où ils n'ont pas révolutionné notre paradigme, ils n'ont pas changé notre vision du monde, ils ont plutôt conforté ce qu'on croyait déjà savoir. Ce n'est pas rien, ça ne signifie pas du tout qu'ils sont inutiles, et je dirais que ce que Planck a montré en une phrase, c'est que l'univers est extraordinairement simple. C'est qu'on peut décrire avec une grande précision et une grande exactitude le cosmos à l'aide d'un très petit nombre de paramètres. Le monde n'est pas aussi compliqué qu'on aurait pu l'espérer ou le craindre suivant nos affinités esthétiques. C'est ça la grande leçon de ce satellite. Au-delà de cette histoire en quelque sorte plutôt intellectuelle et philosophique, il nous a évidemment apporté beaucoup d'informations sur le détail de la structure de l'univers et ça va permettre de contraindre de façon extrêmement précise tous les modèles spéculatifs de nouvelles physiques sur lesquels nous travaillons. Donc il n'y a pas de révolution, nous n'avons pas changé de vision du monde, mais on a pu exclure beaucoup d'idées plus ou moins exotiques et bien sûr on dispose maintenant d'un guide très précieux pour élaborer les nouveaux modèles qui viendront remplacer les théories actuelles. Céline Lausanne parlait tout à l'heure, Aurélien Barraud, dans son reportage donc, des origines de l'univers. Planck nous a permis, comme Céline nous l'expliquait, de remonter, de voir jusqu'à 380 000 ans avant le Big Bang. Pourquoi, Aurélien Barraud, il faut le rappeler, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas remonter jusqu'au Big Bang? Oui, qu'est-ce qui nous empêche? 380 000 ans après. Après, pardon, j'ai dit avant, mais c'était après, évidemment. Ce serait magnifique. Ce serait un rêve de cosmologue. Un rêve de cosmologiste, oui. Non, mais c'est parfait, c'est un lapsus qui correspond tout à fait à mes fantasmes. Alors là encore, je me dois d'une double réponse, comme pour les trous noirs. Si je m'en tiens au modèle cosmologique unanimement accepté, le modèle du Big Bang, qui est fondé sur la théorie d'Einstein, la réponse est très claire. Avant le Big Bang n'existe pas. Il faut être un peu précis sur cette réponse. Ce n'est pas simplement de dire on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. C'est plus fort que ça. C'est de dire avant le Big Bang n'a pas d'existence. Je vais donner une analogie. Vous êtes un explorateur et vous allez au nord. Et vous atteignez le pôle nord. Et on vous demande qu'y a-t-il au nord du pôle nord ?
Bah, c'est pas que vous ne parvenez pas à y aller, c'est que le nord du pôle Nord n'existe pas. Quand vous êtes au pôle Nord, vous êtes au point le plus au nord de la Terre. De la même manière, dans le modèle d'Einstein, il n'existe pas de temps avant le Big Bang et donc il n'y a pas d'avant le Big Bang et c'est une sorte d'horizon indépassable de notre temps pour parodier une citation célèbre, mais qui n'a rien de communiste en l'occurrence. En revanche, on sait que cette réponse n'est certainement pas définitive parce que la théorie d'Einstein est incomplète. Il faut lui adjoindre des modifications parce qu'il y a aussi de la physique quantique qu'il avait omis en quelque sorte. Et si on adjoint ces modifications, alors il est possible en effet qu'il existe un avant Big Bang. Cet avant Big Bang est bien évidemment ce vers quoi se tourne aujourd'hui une grande partie de nos spéculations théoriques et de nos désirs expérimentaux. Le fait est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore d'indication expérimentale claire de l'éventualité de cette existence d'un univers avant le nôtre. Pourtant, le Big Bang, Aurélien Barraud, n'est plus le seul horizon théorique des origines de l'univers. La première formulation d'une autre théorie dont vous allez nous parler dans un instant date de 1933. À l'époque, on parle d'univers phénix. Aujourd'hui, on parle de Big Bounce. C'est une autre théorie qui a gagné en ampleur, qui a gagné en force ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors je dirais pour être un peu pointilleux que c'est pas vraiment une théorie, c'est une conséquence de théorie. Parce que le Big Bang n'est pas une théorie. Le modèle du Big Bang est une conséquence d'une théorie qui est la relativité générale. C'est une théorie qui montre l'évolution de l'espace et une de ses solutions, c'est en effet le modèle du Big Bang. Mais comme nous l'évoquions en l'esquissant à l'instant, la théorie d'Einstein n'incorpore pas la physique quantique. Et il faut le faire. Et je disais de façon un peu caricaturale qu'Einstein l'avait oublié, parce qu'en réalité, il ne l'avait pas oublié, mais il n'a pas réussi à le faire. Depuis lors, on a beaucoup travaillé, et nous n'avons toujours pas de réponse consensuelle, mais nous avons des pistes pour intégrer la mécanique quantique. L'une de ces pistes se nomme gravité quantique à boucle, inventée par Carlo Rovelli et Lis Moline, deux physiciens géniaux. Et cette gravité quantique à boucle, c'est pas vraiment un remplaçant de la relativité générale, c'est un prolongement de la relativité générale qui permet de dire quelque chose là même où la relativité s'effondre, et donc en particulier au moment du Big Bang. Et quand on fait les calculs, on se rend compte en effet que le Big Bang disparaît et est remplacé par un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond, ce qui signifierait qu'il y aurait eu une phase de contraction de l'univers qui aurait rebondi, alors non pas sur un support extérieur bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'extérieur à l'univers aurait rebondi sur lui-même, à l'instar d'une balle de tennis qui se contracterait, et ensuite serait entré dans la phase d'expansion où nous nous trouvons en ce moment. Alors la théorie est très bien définie, elle est mathématiquement élégante, elle est philosophiquement attrayante, puisqu'on perd ce problème qui est quand même extrêmement difficile à conceptualiser de l'origine, mais pour autant, avant de devenir crédible, il lui faut des indications expérimentales. Et ça, nous n'en avons pas. Alors, si je comprends bien, c'est le Big Bounce ou ce modèle, donc puis à défaut d'être une théorie, le modèle du Big Bounce serait une sorte d'univers en expansion, puis rétractation, puis expansion. Est-ce qu'il est possible d'imaginer aujourd'hui un univers sans début ni fin, une matière qui aurait existé de tout temps et qui existera de toute éternité? Alors ça, c'est une question que je trouve aussi très intéressante du point de vue sociologique et épistémologique. Parce que quand le modèle du Big Bang est apparu, ce qui a choqué tout le monde, c'est de dire, mais enfin, comment se pourrait-il que l'univers, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le temps, n'ait pas toujours existé? Les gens se disaient, mais bon, peut-être que votre modèle mathématique tient la route, mais enfin, vous sentez bien que intuitivement, le fait qu'il y ait un début à l'espace et au temps n'a absolument aucun sens. Et puis, on s'est habitué à cette idée. On a vécu avec pendant 50 ans. Et aujourd'hui, quand des gens comme Carlo ou Julien ou moi disons, mais en fait, il n'y a peut-être pas eu de Big Bang. Eh bien, en effet, la réception s'inverse. On va dire, mais enfin, pourtant, il faut bien qu'il y ait eu un début. Et ce que ça montre, c'est qu'en réalité, nous sommes très attachés à notre environnement culturel. Et ce qui est difficile, c'est pas de penser tel ou tel modèle. Ce qui est difficile, c'est de penser la rupture. Et c'est ça notre métier, créer de la rupture. Essayer de penser dans la faille, essayer de penser au-delà des évidences. Donc, je ne sais pas si ce modèle du Big Bounce est correct. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il mérite d'être étudié de près, que les calculs doivent être poussés et que surtout, il faut maintenant tenter de trouver des traces observationnelles. Et ça, c'est ce que pourrait faire la prochaine génération d'instruments qui suivra Planck.
Alors, il y a cette prochaine, c'est parfait comme transition. Est-ce qu'il est possible, selon vous, Aurélien Barraud, d'imaginer donc une confirmation, une observation, et vous parlez de la génération de satellites, mais il y a aussi le futur grand télescope LSST en construction au Chili. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait survenir dans les années, dans les mois qui viennent, et quel sera le successeur de Planck? Oui, alors je vous remercie d'avoir utilisé le mot corroboration et non pas preuve. Donc en effet, on n'a jamais de preuve en sciences de la nature, on a juste des signes qui sont plus ou moins convaincants, et en effet, c'est ce que nous cherchons. Alors le grand instrument LSST sur lequel je travaille aussi est un très beau télescope, mais lui, il s'intéresse plutôt à l'univers contemporain, c'est-à-dire qu'il essaye de comprendre un autre grand paradoxe de notre théorie, qui est pourquoi est-ce que l'expansion de l'univers est aujourd'hui en train d'accélérer. Ça, c'est un autre mystère qui pose problème dans notre compréhension du cosmos, mais qui a lieu en ce moment. Le télescope LSST ne sera pas extrêmement utile pour comprendre les origines. Donc pour comprendre les origines, c'est toujours le fond de rayonnement cosmologique fossile que nous évoquions tout à l'heure qu'il faudra utiliser, mais il faudrait pouvoir le regarder de façon encore plus fine que le satellite Planck, c'est-à-dire en observant d'autres caractéristiques, ce qu'on appelle la polarisation, peu importe, qui, elle, pourrait garder des traces claires de cette phase avant le Big Bounce. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h32, nous allons poursuivre ce deuxième numéro de la méthode scientifique avec l'astrophysicien Aurélien Barraud sur ces quelques notes extraites de la bande originale du Solaris de Söderberg, signé Cliff Martinez. Vous êtes plutôt Söderberg ou Tarkovsky, Aurélien Barraud? Tarkovsky, bien sûr. Quelle question. Nous sommes sur France Culture, il faut assumer. On l'assume tout à fait, on adore aussi la version de Tarkovsky. Aurélien Barraud, vous en parliez, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, mais l'émission effectivement ne s'appelle pas la méthode scientifique tout à fait par hasard. On a parlé en première partie de la dimension très théorique de la recherche en astrophysique et en cosmologie, de la complexité d'obtenir des observations probantes de l'espace lointain. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs méthodes scientifiques que vous feriez les vôtres, Aurélien Barraud, qui présideraient à vos protocoles de recherche, la méthode Aurélien Barraud? Oui, alors je crois que c'est une question qui est évidemment très profonde, très complexe, et ce qui me semble essentiel, et je suis en controverse d'ailleurs avec un certain nombre de collègues sur ce point, c'est de reconnaître l'absence de méthode universelle, claire et identifiée en science. Je crois que la pire des violences que l'on peut faire à la science, c'est précisément de vouloir l'enfermer dans un geste bien défini. Nous n'avons pas le temps, mais il serait très simple de montrer que toutes les définitions à l'emporte-pièce de ce qu'est la science, que ce soit le rapport à la vérité, que ce soit le recours aux mathématiques, que ce soit le lien organique avec l'expérience, que ce soit la capacité de
prévoir, que ce soit la rationalité, toutes ces définitions triviales sont absolument fausses. La science ne s'y résume pas, ne s'y retrouve pas et ne peut pas être définie de cette manière. Donc je crois que si néanmoins il fallait quand même choisir quelque chose qui définisse son geste, ou en tous les cas ce à quoi j'apparente le mien dans cette vaste nébuleuse, je dirais que c'est une sorte de tension entre d'une part une liberté presque démiurgique, parce que finalement créer un modèle, c'est se trouver presque en posture d'artiste par rapport au réel, mais d'autre part une contrainte avec laquelle il faut composer, qui est effectivement cette altérité du réel qui s'impose à nous. Le monde n'est pas une construction sociale. On espérait trouver des particules supersymétriques au LHC. On a investi Grand 20 collisionneur ans de Hadron, voilà, du du CERN. CERN. On a investi 20 ans d'efforts et 10 milliards d'euros et on ne les a pas trouvés. Et c'est ça qui est beau. On a trouvé le boson de Higgs. Donc le monde révèle des facettes qui ne sont jamais exactement celles qu'on attendait. Donc je dirais que finalement, la méthode scientifique, c'est composer le doute avec l'émerveillement. Vous parliez tout à l'heure de l'immense partie spéculative qui constitue votre travail. Comment est-ce que, en tant que chercheur, on arrive à jongler avec ce paradigme immense, infini, presque démiurgique, tel que vous le définissiez, et le risque à tout moment d'être contredit par une observation, jusqu'où en fait les modèles théoriques peuvent tenir lorsque toutes les tentatives d'observation échouent. Oui, c'est quelque chose d'intéressant aussi en termes sociologiques. Moi, je n'ai jamais travaillé sur la supersymétrie, qui est une extension du modèle standard de la physique des particules, sur laquelle beaucoup de mes collègues ont travaillé pendant plusieurs décennies, et que le grand collisionneur de Hadron au CERN est en train d'exclure. Et là, je vois des situations un peu dramatiques humainement, des gens qui se disent « mais enfin, quand même, j'ai bien travaillé, comment se fait-il que ce soit faux ?» Bah oui, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui est beau, c'est que la nature n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit, elle n'est pas que la projection de nos fantasmes et de nos désirs. Alors c'est vrai que quand on le vit, et quand on se dit qu'on a travaillé 20 ans sur un modèle qui est inexact, c'est forcément un peu douloureux. Mais il faut quand même comprendre que c'est jamais si simple que ça. Vous voyez l'image archétypale comme ça d'une physique à Karl Popper, où une seule expérience peut invalider une théorie, ça se passe jamais comme ça. Par exemple, les galaxies en ce moment ne tournent pas comme Einstein le prévoit. Bah, on ne dit pas Einstein a tort, on dit c'est parce qu'il existe vraisemblablement une autre composante dans l'univers qu'on ne voit pas. Donc en fait, c'est jamais si simple de tuer un modèle. Voilà. Il est rare qu'une seule expérience puisse effondrer toute une élaboration théorique complexe. C'est un jeu compliqué, je dirais, qui se joue plutôt en termes de niveau de confiance. Quand la confiance devient trop basse, alors il faut avoir le courage de tourner son regard autre part. On a parlé de Planck, on a parlé du télescope LSST, on a parlé du grand collisionneur de Hadron et de tous ces super équipements qui permettent de sonder l'espace et la matière. Eh bien, figurez-vous que nous avons la chance d'avoir ici notre propre super équipement à la méthode scientifique, un peu plus modeste certes, mais tout de même, c'est une machine à remonter le temps via les archives de notre partenaire, le CNRS Images, une façon d'observer justement les évolutions du travail et des méthodes scientifiques dans le temps. Aujourd'hui, alors on ne va pas remonter très très loin, beaucoup moins loin que les origines de l'univers. On fait juste un petit bond de puce de 15 ans en 2001. Le son que vous allez entendre est extrait du film Quelle physique pour le 21e siècle et c'est l'astrophysicienne Sylvie Vauclair qui s'exprime. Écoutez. Je crois qu'il faut préparer le terrain pour que justement on puisse, que les scientifiques puissent arriver à nouveau à faire de grandes découvertes. C'est difficile, on est un petit peu sur la corde raide parce que d'un côté, c'est très important de planifier, il faut planifier les instruments, il faut planifier la technique qui va nous permettre de faire des observations, d'arriver à ces découvertes. Il faut planifier aussi du côté théorique, on utilise les ordinateurs, il faut les améliorer, l'informatique, les simulations numériques. Donc il faut planifier les crédits, l'argent, on a besoin de planifier de tous côtés. Mais en fait, les grandes découvertes se feront là où ça n'est pas planifié justement, aux frontières et c'est toujours très difficile parce que il faut permettre quand même aux scientifiques d'avoir suffisamment de temps de réflexion et de méditation pour justement sortir du canal pour arriver à découvrir. Mais le canal, on en a besoin aussi et c'est toute la difficulté. Les grandes découvertes se feront là où ce n'est pas planifié, dit Sylvie Vauclair. C'est une autre partie de la frustration de votre travail de chercheur en astrophysique et en cosmologie.
Ah, je suis absolument d'accord avec mon amie Sylvie Vauclair. Une frustration, pas forcément. Moi, je trouve ça aussi réconfortant, le fait de savoir que ça ne va pas se passer nécessairement là où nous aurons investi le plus d'efforts. C'est finalement une belle chose, la découverte de l'accélération de l'expansion cosmologique que j'évoquais tout à l'heure, qui a valu le prix Nobel aux chercheurs impliqués il y a 3 ans, je crois, résultat d'une petite expérience faite par une dizaine d'astronomes presque indépendants à l'échelle de la sphère internationale. Je trouve ça plutôt réjouissant que ce soit encore possible. Quand Sylvie Vauclair évoque la méditation scientifique, ça correspond à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à cette forme de poétique de la recherche, de poétique démiurgique de la recherche en astrophysique. Oui, ça résonne un peu trop comme les méditations métaphysiques de Descartes, qui ne sont pas si poétiques que ça, à mon sens. Encore que chez Descartes, il y a toujours le recto et le verso, il y a toujours un mélange de rationalité presque inquiétante et en même temps, effectivement, de poétique cachée et sous-jacente. Oui, écoutez, je crois qu'elle a raison. Voilà, il faut faire les deux. On a besoin de mettre en place des très grands programmes qui sont en effet à déployer sur le long terme, qui sont des instruments majeurs dont on sait que auxquels on sait que des avancées majeures vont être associées, et en parallèle de ça, il faut se garder suffisamment de liberté, de créativité pour réagir de façon un peu irrationnelle à des idées qui vont précisément voir le jour en contrepoint ou en opposition au grand programme. Et ça, c'est un peu ce qu'on perd en ce moment. Et je crois que c'est très important de rappeler qu'en effet, c'est aussi comme ça que se fait l'avancée du savoir. On parle, on évoque à l'instant la poétique, vous parlez souvent et vous faites référence souvent à l'histoire de la philosophie. Vous avez, vous, Aurélien Barraud, débuté votre carrière d'enseignant-chercheur très tôt, hein, à 25 ans, et vous vous êtes exprimé sur ce que vous estimez être les carences de l'enseignement des sciences et de la philosophie dans le système français. Qu'est-ce qui pêche, selon vous ? Alors, d'abord, je vais m'attirer les foudres de vos auditeurs, mais je fais partie des rares à trouver que les évolutions actuelles sont plutôt bonnes. Sont plutôt bonnes parce que, écoutez, il y a quand même un truc qui n'allait pas. On ne peut pas le dire autrement. Les mathématiques ont, de tout temps, au moins dans l'époque contemporaine, j'entends, été la matière phare, la matière reine. Moi, quand j'étais petit, il fallait être bon en maths pour réussir à l'école. C'était déjà vrai pour mes parents, c'est encore vrai pour mes enfants. Et pourtant, bien que les mathématiques aient un rôle omniprésent à l'école, dans la rue, personne ne sait résoudre une équation du premier degré. Donc il y a quand même un problème. Et ce problème, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et je crois que le fait de revenir à un enseignement qui est quand même un peu plus intuitif, qui est un peu plus créatif, qui valorise aussi une forme d'intelligence, qui n'est pas seulement la capacité de répondre à des questions très cadrées et à appliquer des méthodes très bien identifiées, c'est essentiel, non seulement parce que je crois essentiel de redonner un poids à l'école, aux arts, à la littérature, à la poésie, à tout ce qui n'est pas scientifique, mais même parce que au sein des sciences elles-mêmes, toute la dimension créative a été beaucoup trop passée sous silence. Écoutez, les mathématiques sont pensées par les élèves comme un instrument de coercition. En réalité, c'est un espace de liberté en mathématiques. Et par l'enseignement comme un espace de sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sciences servent essentiellement à sélectionner les élèves pour les diriger vers des voies qui n'ont plus rien de scientifique. Si je veux que sur cette table, il y ait un micro de plus, je ne peux pas l'inventer. La physique est contrainte par les objets du réel. En mathématiques, je peux créer des structures. Et toute cette capacité de mettre en place des objets conceptuels est jusqu'à présent passée sous silence. Moi, je trouve que les évolutions contemporaines sont plutôt positives. Eh bien, puisqu'on parle justement de cette interdisciplinarité entre la science et l'art, vous avez vous-même collaboré récemment, Aurélien Barraud, en tant que consultant à l'écriture d'un scénario ou à la relecture, vous allez nous dire exactement, de science-fiction pour le prochain film de Claire Denis, Half-Life. Et nous sommes justement en ligne avec Claire Denis depuis le Mexique. Bonjour Claire Denis. Bonjour, je m'excuse d'être au Mexique, c'est pas pour faire bien, mais il se trouve que je travaille là-bas et voilà. Ne vous excusez pas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ici depuis Paris dans le studio de France Culture. Racontez-nous en quelques mots de quoi parle ce film Half-Life que vous avez tourné. Alors, c'est pas Half-Life, hein, c'est pas une demi-vie. C'est le titre provisoire, c'est High Life. High Life. C'est la vie haute. Et c'est aussi le surnom que les Ghanéens donnaient à leur musique. High Life, c'était la grande vie le soir dans les boîtes, quoi. Voilà. Et de quoi parle High Life alors ? Quel est le scénario que vous avez construit et écrit avec Aurélien Barraud ?
Alors, je crois que je ne vais pas trop parler du scénario, je vais plutôt parler d'Aurélien, si vous permettez. Je vous permets tout à fait. Parce voilà. Donc, en fait, il y avait eu un tout petit malentendu. Je m'étais préparée à lui poser une question, mais je pourrais le faire quand même sans que ce soit... En fait, je voulais lui dire que non seulement Aurélien a rendu possible ce travail parce que moi et Jean-Paul, mon collaborateur, on avançait quand même un petit peu sur des données scientifiques sommaires et pas toujours comprises et souvent dépassées. Donc Aurélien nous a remis à l'heure, si j'ose dire. Mais il y a quelque chose, et il m'explique tout avec des dessins, avec une patience infinie. Parce qu'on ne peut pas faire un film juste avec des rêveries, quoi. Vous voyez, il faut avoir un peu de concret, et lui me permet de concrétiser des pensées scientifiques très sophistiquées que je ne pourrais pas comprendre. Donc, par exemple, je voulais lui dire que il y avait ou plutôt, je voudrais dire que certaines choses abstraites sont difficiles à traduire pour un scénario de film. Et ce dont je voulais parler, c'était un mot que je trouve très beau et qui est la singularité. Voilà, ce mot me hante. C'est un mot beau, oui, d'accord, mais il est étrange parce qu'il est très simple. Et en fait, il est vraiment singulier. C'est un mot qui, je crois, nomme une limite au fond d'un trou noir, si tant est qu'on puisse y aller, où le temps et l'espace s'annulent, et où, en fait, on est dans l'infini. Et ça, pour moi, c'est très difficile de s'attaquer à une notion, à pouvoir, l'incorporer. Merci beaucoup Claire Denis d'avoir été avec nous. Je vais me rediriger vers Aurélien Barraud. Racontez-nous, vous, un peu comment vous avez travaillé avec Claire Denis sur ce projet High Life et quel a été votre apport en tant qu'astrophysicien. Mais Claire, la singularité, c'est toi. Voilà, moi c'est juste ça que j'ai à répondre. Écoutez, pour moi, ça a été merveilleux, voilà, parce que effectivement, j'étais censé être consultant scientifique, et puis je crois que ça a été un peu plus que ça, ou un peu moins, j'en sais rien, peu importe, mais ça a été un peu autre chose. Et Claire Denis, c'est quelqu'un d'exceptionnel, parce que elle a inventé un truc comme ça, qui est une sorte de fragilité indestructible. Vous voyez, c'est pas une aporie, hein, c'est pas pour le jeu de mots de faire des contradictions comme ça. C'est vraiment ça, moi, je trouve, son cinéma. On est tout le temps sur le point de se casser la gueule, mais en fait, on tombe pas, parce que tomber, ça, c'est facile, on sait faire. Il y a une espèce d'instabilité totale qui perdure, vous voyez, de l'éphémère qui endure comme ça. Et moi, j'ai découvert ça avec une émotion. Enfin, je connaissais déjà ses films, mais j'ai découvert la personne avec une émotion incroyable. Et je sais pas ce que donnera le résultat, mais en tous les cas, pour moi, c'est juste une expérience belle. Mais concrètement, Claire Denis est venue, elle vous a apporté le scénario, elle a eu besoin de comprendre justement le scénario, donc qui est un scénario de science-fiction. On envoie des gens, des criminels loin dans l'espace et il y a un trou noir qui intervient. Je ne veux pas trop dévoiler le pitch, mais... Oui, vous avez remarqué, on est pénibles tous les deux, on n'a ni l'un ni l'autre envie d'aller dans le concret. Vous voyez, il y a tellement d'émotions dans cette rencontre et dans cette aventure qu'on s'éloigne de ça. Bah, écoutez, concrètement, oui, il y avait des idées, bien sûr, que Jean-Paul Fargeau et Claire Denis avaient déjà écrites, hein, qui sont les auteurs du scénario. Et puis ensuite, on a réfléchi à comment y intégrer des éléments, parce que le but n'est pas d'être authentique scientifiquement. C'est pas un reportage National Geographic qu'on cherche à faire. Mais le but, c'est de se donner des contraintes. Vous savez, Jean-Claude Galota, là, le chorégraphe, disait, si vous dites à un homme « danse », il ne se passe rien.
Mais si vous lui dites danser en suivant telle et telle contrainte très forte, alors le corps se met en mouvement. Moi, je crois que je suis intervenu dans un édifice déjà très achevé, bien sûr, en tant qu'apport de contraintes, c'est-à-dire de choses sur lesquelles peuvent rebondir la trame narrative. Mais c'est pas que la trame narrative, c'est aussi la structure discursive et puis c'est aussi l'image que va faire Claire à partir de ça. Et donc je pense que voilà, c'est important de mettre des limites jusqu'à ce qu'elle a appelé la singularité. Ce qui est intéressant également dans cette démarche, c'est que ça s'inscrit dans une histoire récente du cinéma de science-fiction qui se veut être un cinéma de plus en plus scientifico-compatible. Il y a eu le Interstellar de Christopher Nolan, auquel a collaboré Kip Thorne autour de la question de la représentation des trous noirs. Il y a eu plus récemment Seul sur Mars. Aujourd'hui, écrire, représenter la science-fiction, l'avenir doit se faire de manière plus rationnelle, en accord avec l'état actuel des connaissances scientifiques. Oui et non, je pense que le film de Claire Denis aura peu à voir avec Interstellar parce que c'est pas tellement important. Nous, on cherche pas ici à être scientifiquement exact, c'est vraiment pas l'enjeu. Ce qui est important plutôt, c'est de se rendre compte que parfois le réel, dans sa concrétude, est plus surprenant encore que certains de nos fantasmes. Donc c'est presque plus au sens de se redonner de la liberté par la créativité et par la contrainte que dans une sorte de désir d'exactitude. Moi, c'est mon métier. Voilà, quand je publie des articles de science, j'essaye de ne pas faire de fautes de calcul. Mais là, c'est autre chose. Voilà, on n'est pas du tout dans une démarche qui est de tenter de rendre accessible la théorie des trous noirs. Vous voyez, c'est pas du tout ça l'enjeu. Mais c'est plutôt d'intégrer la théorie des trous noirs à un réel qui finalement dépasse par beaucoup d'aspects, mais aussi surcontraint par beaucoup d'aspects, ce que pourrait être un fantasme en tant qu'atrophie, en l'occurrence. Quel est votre regard à vous, Aurélien Barraud, sur Interstellar, par exemple? C'est un film qui vous a plu, c'est un film dont la volonté d'exactitude scientifique, de représentation, on n'avait jamais vu un trou noir comme ça à l'image, sous les conseils de Kip Thorne, vous a séduit? Pas tellement. J'ai trouvé que les images étaient pas mal, mais juste pas mal, et puis que le scénario était quand même décevant. Moi, c'est un film qui m'a un peu ennuyé, mais pas au sens où il était scientifiquement inexact, plutôt au sens où, en tant qu'œuvre cinématographique, je l'ai trouvé assez pauvre. Votre horizon en littérature, en science-fiction, en cinéma de l'imaginaire, ce serait quoi? Ah ben en cinéma, évidemment, au-delà ou en deçà de Claire Denis, évidemment. Moi, j'aime Pasolini, j'aime Cavani, j'aime Visconti, j'aime Wim Wenders. Moi, j'ai revu récemment Paris, Texas. Pour moi, ça reste un des plus grands films de tous les temps. J'aime Kubrick et puis Tarkovsky, qu'on a parlé. Voilà, ça, je pense, ce sont des gestes qui vont rester dans l'histoire de l'image. Chère Aurélienne, est-ce que tu penses qu'il y a des univers parallèles? Et dans ce cas, est-ce que tu serais prêt à faire un pari pour quelle version d'univers parallèle, de multi-univers existe selon toi et sur lequel on pourrait peut-être trouver de l'évidence? Vous venez d'être soumis, bien malgré vous, Aurélien Barraud, à une question, à une expérience à l'aveugle, une personne que vous avez forcément ou peut-être reconnue. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je reconnais le génial Carlo Rovelli, avec qui d'ailleurs je signe aujourd'hui une tribune dans Libération. Donc vous voyez qu'on s'intéresse aussi un peu à la politique. On a eu une controverse amicale et respectueuse sur cette idée de multivers, c'est-à-dire d'univers multiples. Carlo, qui est un théoricien hors pair, qui est vraiment, je pense, un des plus grands physiciens vivants, ne croit pas beaucoup à cette idée d'univers parallèle ou d'univers nombreux, et il n'y croit pas au sens où ça lui paraît, si je ne trahis pas sa pensée, être une idée qui est épistémologiquement pauvre. C'est-à-dire qu'il considère, me semble-t-il, que ça ne change pas grand-chose au monde réel, puisqu'on ne peut pas aller là-bas et voir ce qui se passe. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, avec tout le respect et l'admiration due, parce que je crois non seulement que ça a du sens, d'abord parce que la science ne se limite pas à la capacité de prévoir, c'est aussi un grand récit sur le réel, mais au-delà de cette dimension quasi mythologique, ça change également des choses dans notre capacité de prévoir. Quand on met à l'épreuve un modèle, une théorie qui décrit cet univers, celui-là même où on vit, le fait de tenir compte ou non de l'existence d'autres univers va changer la crédibilité ou la confiance qu'on va accorder à cette théorie. Donc là encore, moi, mon point de vue est assez, je dirais, agnostique ou assez raisonnable. Je ne prétends pas que les univers sont nombreux, que nous vivons dans un multivers et que la question est tranchée. Je crois simplement que
que l'excès de prudence est plus dangereux encore qu'un peu d'audace. Donc poussons cette idée dans ses retranchements, explorons ses conséquences et nous verrons bien si c'était une impasse pour la pensée ou s'il s'agissait des prémices d'une grande révolution à l'instar de la révolution copernicienne. On parlait tout à l'heure de méthode et de spéculation dans ces domaines-là, si bien un domaine qui est pour le moment un domaine purement spéculatif, c'est ce domaine des multivers. La théorie des cordes, par exemple, a été vivement critiquée par un certain nombre de physiciens pour être un pur canevas théorique qui engloutit des millions de dollars depuis des années sans aucune forme de débouché. Oui, je ne souscris pas à cette idée. Pourtant, je travaille avec Carlo sur la théorie concurrente des cordes. La théorie des boucles est l'alternative dominante à la théorie des cordes. Alors disons un mot de la théorie des cordes et de la La théorie des boucles cordes, ce pour sont essayer des de petites structures comprendre de quoi il filiformes s'agit. qui se déplacent dans l'espace, alors que la gravité quantique à boucles, c'est l'espace lui-même qui est composé de boucles quantiques fondamentales. Ce sont des théories quand même très différentes, qui ont aussi des présupposés philosophiques très différents. Donc la théorie des cordes est inspirée par la physique des particules, la gravité quantique à boucles est inspirée par la relativité générale. Mais je crois que c'est un peu un faux procès. Je veux dire, nous verrons bien. Ce qui était problématique avec la théorie des cordes, c'était peut-être sa position au-delà de l'hégémonie, de l'unicité de ce qu'elle représentait, la totalité des recherches en gravité quantique. Ça, c'était problématique, parce que moi, je suis toujours favorable aux multiples, aux nombreux et à la diversité des approches. À partir du moment où ça n'est plus le cas, et où d'autres manières d'appréhender cette question sont aujourd'hui à l'œuvre, ont pignon sur rue, sont reconnues, je crois qu'il serait évidemment dramatique d'abandonner la théorie des cordes, qui est certes très difficile à tester, mais qui a quand même prouvé sa cohérence mathématique, et qui n'est pas absolument intestable. Pour conclure cette émission, Aurélien Barraud, que nous avions intitulée de façon comme ça un peu pragmatique, les nouveaux horizons de l'univers, quels sont dans les mois, dans les années à venir, les évolutions, les observations, les chemins théoriques qui vous pensent être les plus susceptibles d'apporter un nouveau regard précisément sur ces nouveaux horizons de l'univers ? Alors dans mon domaine propre, à savoir donc la gravité quantique et ses applications en cosmologie et en astrophysique, nous espérons pouvoir peut-être, avec Carlo Rovelli, Francesca Vidotto et quelques autres, mettre en évidence un comportement inattendu pour les trous noirs qui, au lieu d'être des objets stables, seraient des objets en train de rebondir. C'est-à-dire qu'un peu comme l'univers lui-même, les trous noirs se contracteraient, puis rebondiraient et réémettraient dans l'univers environnant la matière qui les a formés. Donc là encore, c'est un modèle qui a des fondements mathématiques clairs, c'est la raison pour laquelle il est légitime, mais légitime ne suffit pas à signifier correct en physique. Donc ce à quoi nous nous attelons maintenant, c'est à chercher des éventuelles indications expérimentales ou observationnelles de ces théories, et bien évidemment, ça serait une réussite majeure parce que ça fait presque 100 ans qu'on cherche des traces de gravité quantique. Bien évidemment, nous ne sommes pas sûrs, loin s'en faut, d'y parvenir, mais je dirais que l'objectif est tellement excitant qu'il mérite d'être tenté. Et ce que moi j'espère voir dans la décennie qui vient, c'est enfin voir entrer cette science qui était à la frontière de la métaphysique, qu'on appelait la gravitation quantique, c'est-à-dire l'unification de la théorie d'Einstein avec la physique de l'infiniment petit, entrer enfin dans le giron de la science expérimentale. Et ça pourrait se faire par quel moyen, par quel type d'observation? Alors selon bien vous sûr la cosmologie, parce que observer l'univers primordial, c'est-à-dire l'univers jeune, c'est précisément observer un lieu où à la fois la gravité et la physique quantique étaient à l'œuvre simultanément. Donc Planck et ses successeurs sont des outils irremplaçables. Mais au-delà de la cosmologie, on peut aussi utiliser l'astrophysique, parce que beaucoup de phénomènes extrêmes sont à l'œuvre dans l'univers, bien plus extrêmes que ce que nous serons jamais capables de mettre en œuvre dans nos accélérateurs. Et grâce à ces observations astrophysiques, on utilise cet extraordinaire laboratoire naturel qu'est le cosmos. On a entendu parler pourtant de la création de micro-trous noirs sur une infinité de une petite infinité On en a de entendu secondes. un peu trop parler, Voilà. précisément. Au CERN, c'est totalement impossible. Non, En termes expérimentaux, c'est pas ça, impossible. on ne Moi-même, pourra j'ai jamais... écrit des articles de recherche sur la question. C'est pas impossible, mais c'est très improbable. C'est un modèle qui était très exotique, qui reposait sur des hypothèses très au-delà de ce qui est connu. Et il faut être raisonnable. C'est tellement excitant, ça serait tellement beau de créer des trous noirs au LHC qu'il est légitime d'étudier ces modèles. Mais il faut raison garder. Il s'agissait de modèles hautement improbables.
Merci beaucoup Aurélien Barraud d'avoir été le parrain de ce deuxième numéro de la méthode scientifique. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages récents, Big Bang et au-delà, les nouveaux horizons de l'univers. C'est aux éditions Duno dans la collection Quai des Sciences. Également de la vérité dans les sciences, petit traité d'épistémologie chez Duno. Merci encore infiniment d'avoir Merci été à vous. avec nous.